c'était presque sans fin, on va continuer toute la séance. On va passer à quelque chose de tout à fait différent, qui est vraiment l'explosion qui a eu lieu au cours des dernières années sur les thérapies ciblées, avec Nathalie Leclerc, qui est vraiment tout à fait extraordinaire dans le domaine, dans la mesure où elle a développé toute une recherche là-dessus. Et ensuite, ensuite, j'ai demandé à Marc Olivier-Tincy d'apporter le côté clinique, la relation entre la clinique et cette recherche, sans parler des résultats thérapeutiques dont on parlera après, mais je pense qu'il y a la séquence recherche fondamentale, liaison avec la clinique, et ensuite la clinique et le traitement lui-même, et on va passer à travers tout ça. Voilà. Donc Nathalie, merci d'être venue. Merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier avant tout le professeur Rago et le professeur Nobel de m'avoir invité aujourd'hui à vous présenter effectivement les avancées ces 10 dernières années extraordinaires de la biologie moléculaire qui ont eu des conséquences et qui vont encore en avoir sur la prise en charge thérapeutique des cancers du rein. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la classification OMS des tumeurs urogénitales a été modifiée, en fait, a été publiée en janvier 2016. Et le fait qu'il faut en fait retenir dans cette classification, c'est la part du groupe des cancers du rein non acellulaires qui devient de plus en plus importante. Excusez-moi, je ne suis pas douée. Voilà. Puisqu'on a à peu près maintenant 30% des cancers du rein qui sont non acellulaires. Alors si on regarde de plus près cette classification, si on prend les tumeurs du rein d'origine en fait rénale, c'est-à-dire qui prennent naissance à partir des cellules tubulaires, on a actuellement 16 sous-types qui sont reconnus. Mais quand on prend toutes les tumeurs qu'on peut retrouver dans le rein, on a plus de 50 sous-types histologiques. Alors comme j'avais un quart d'heure aujourd'hui, j'ai pris le parti de ne vous exposer que les 5 principaux carcinomes du rein, en commençant par le plus fréquent, comme vous l'a dit tout à l'heure le professeur Abou, le carcinome rénal acellulaire que vous connaissez tous. Macroscopiquement, lui, il n'a pas changé. C'est toujours cette tumeur en fait très hémorragique, jaune chamois ou blanchâtre dans ces zones de haut grade, qui donne très fréquemment des emboles dans la veine rénale et qui histologiquement se traduit par une stroma-réaction vasculaire très développée. Alors, cette stroma-réaction vasculaire très développée s'explique par le fait que la voie VHL-IF-VEGF est impliquée dans ces cancers dans plus de 80% des cas. Et on sait maintenant que c'est une voie qui est une étape très précoce dans la carcinogénèse de ces carcinomes du rein. Alors, à l'état normal, VHL permet la dégradation via le protéasome du facteur de transcription IF1-alpha. Si VHL est anormal, eh bien IF1-alpha n'est plus dégradé, va s'hétérodimériser dans le noyau de la cellule avec la sous-unité 1-bêta-2-IF et permettre la transcription de facteurs liés à l'hypoxie. Et parmi ces facteurs, le VEGF qui va être surexprimé et qui va aller activer les cellules endothéliales des vaisseaux du rein pour permettre une néoangiogénèse. Il va y avoir également la transcription du PDGF qui va aller activer les péricytes qui sont nécessaires à la stabilisation des néovaisseaux formés. Et puis d'autres facteurs de croissance comme le TGF alpha ou bêta qui va permettre en fait la prolifération des cellules tumorales. À côté de cette voie moléculaire, 2 autres voies moléculaires peuvent être également impliquées, mais un petit peu plus tardivement, dans la carcinogénèse des cancers acellulaires. Ce sont les voies des MAP kinases et P3K4-mTOR, qui nécessite également l'activation d'un récepteur à activité tyrosine kinase. Alors, la voie des MAP kinases passe en intracellulaire par l'activation de RAS, RAF, MEK, ERK et de IF au final. Et la voie P3K4-mTOR passe également par l'activation de RAS, AKT, mTOR avec l'activation de 2 complexes mTORC1, mTORC2 qui aboutit également à la surexpression de IF. Vous voyez que ces 2 voies, lorsqu'elles sont activées, aboutissent à une surexpression de IF et de VEGF, donc permettent une néoangiogénèse tumorale, mais de façon VHL indépendante. Alors la meilleure connaissance de ces 3 voies moléculaires a permis donc l'émergence de thérapies ciblées dans les formes localement avancées ou métastatiques des cancers du rein acellulaires. On a tout d'abord les thérapies ciblées qui agissent au niveau des cellules endothéliales. Alors ça peut être les inhibiteurs de tyrosine kinase, vous voyez qu'il y en a plusieurs, mais Lionel Védrine vous en parlera tout à l'heure, et qui ciblent en commun en fait les récepteurs au VEGF et au PDGF. On a les anticorps monoclonaux anti-VEGF humanisés, comme le bevacizumab, et puis on a les inhibiteurs de la voie mTOR qui, eux, agissent plutôt sur le versant de la cellule tumorale. Donc actuellement, il y a 3 inhibiteurs de tyrosine kinase qui peuvent être proposés dans le cancer acellulaire du rein métastatique, le sunitinib et le pazopanib qui ciblent les récepteurs au VEGF et au PDGF, et plus récemment le cabozantinib qui cible, outre le VEGF récepteur, MET et AXL.
Donc vous voyez que depuis 2005, en fait, la prise en charge thérapeutique de ces cancers a très nettement été modifiée, puisqu'avant 2005, dans les formes métastatiques, c'était la chirurgie qui était le traitement de base, avec l'immunothérapie, mais par interféron interleukine 2. Et puis depuis 2005-2006, on propose des thérapies ciblées anti-angiogéniques ou éventuellement des inhibiteurs en fait, de la voie mTOR. Mais il faut savoir que 30% des patients présentent une résistance primaire, c'est-à-dire continuent d'évaluer à la première évaluation sous ces traitements. Et puis depuis très peu, en fait, on a des essais qui en fait flambent dans le cancer du rein métastatique. On revient à l'immunothérapie avec des anti-PD1 et des anti-PDL1. Alors, dans le cancer acellulaire du rein, on sait qu'avec le temps et l'évolution de ce cancer, on a des phénomènes épigénétiques qui vont apparaître et qui vont donc s'associer à la voie VHL-VEGF. Et parmi ces anomalies épigénétiques, on a les mutations de 3 gènes qui interviennent dans le remodelage de la chromatine. Ce sont les gènes PBRM1, BAT1 et CELD2, et on sait que lorsqu'ils sont mutés, le pronostic des cancers du rein acellulaire est très mauvais, mais actuellement, il n'y a pas encore de répercussions dans la prise en charge thérapeutique. En ce qui concerne le carcinome rénal papillaire, alors c'est la sous-type histologique qui est vraiment en plein démembrement actuellement. C'est un groupe très hétérogène de tumeurs qui va du carcinome papillaire sous-type 1, qui sont souvent des tumeurs multiples très indolentes, au carcinome papillaire sous-type 2, qui est une tumeur très agressive. Et entre les deux, eh bien, on a des formes mixtes qu'on essaye de démembrer. Alors, les carcinomes papillaires sous-type 1, très fréquemment, en fait, vous voyez, sont des tumeurs multifocales, jaunes, qui ressemblent un petit peu à de la nécrose. Macroscopiquement, elles sont friables. Et histologiquement, on a des papilles centrées par des amas d'histiocytes spumeux et des petites cellules cubiques. Par contre, vous voyez, le carcinome papillaire sous-type 2 est déjà beaucoup plus inquiétant macroscopiquement. C'est une tumeur très hétérogène, mastique, hémorragique, nécrotique. Et vous voyez que les cellules qui tapissent les papilles sont également complètement différentes. Ce sont des grandes cellules cylindriques avec une pluristratification des noyaux et des atypies beaucoup plus marquées. Et bien, ces deux cancers papillaires ont des profils en fait, moléculaires complètement différents. Dans les sous-types 1, on a très fréquemment des gains chromosomiques. Vous voyez, dans près de 2 tiers des cas, ce sont majoritairement des trisomies 7 ou 17, et ça peut nous aider dans le diagnostic. Mais également, dans un quart des cas, vous avez des anomalies de la voie MET, et on sait que le seul ligand du récepteur MET, c'est l'hépatocyte growth factor. Et lorsque l'hépatocyte growth factor se fixe à son récepteur MET, eh bien, on a une activation en aval des voies MAP kinases et puis 3K-KT-mTOR qui permettent en fait la mobilité et la survie des cellules et un remodelage de la matrice extracellulaire qui donne un caractère invasif et métastatique aux tumeurs. Et on recherche actuellement ces mutations MET dans les carcinomes papillaires sous-type 1 métastatiques. A l'inverse, les carcinomes papillaires sous-type 2, eux, n'ont pas du tout de gain chromosomique, ils sont à l'inverse le siège de perte chromosomique, en particulier le bras droit du chromosome 9. Et on s'est rendu compte que dans ce groupe déjà de papillaires sous-type 2, on avait a priori 3 sous-groupes en fait moléculaires. Les papillaires sous-type 2 qui s'accompagnent d'une hyperméthylation du promoteur d'un gène qu'on appelle CDKN2A, c'est un peu compliqué. Et quand on a en fait cette hyperméthylation, eh bien, les gènes qui en fait, sont dans le cycle cellulaire sont activés et la survie globale est diminuée. On a les carcinomes papillaires qui, comme dans le cellulaire, peuvent être associés à des mutations des gènes impliqués dans le remodelage de la chromatine et l'hypométhylation de l'ADN, PBRM1, CELD2, BAT1. Donc attention, dans les carcinomes papillaires sous-type 2, on peut avoir une perte du chromosome 3 et faussement en fait une anomalie de VHL, puisque VHL est situé sur le drapeau du chromosome 3. Et j'avais vu un cas comme ça avec Jean-Jacques Patard, et là il faut vraiment coller à l'histologie. Et puis on a les carcinomes papillaires sous-type 2 avec une hyperméthylation des îlots-CPG. Là on a un profil métabolique très particulier, ce sont des tumeurs où il y a beaucoup de production d'acides gras avec une glycolyse anaérobique. Et donc le cycle cellulaire est souvent anormal, la réparation de l'ADN est également anormale et les cellules ne se mettent plus en apoptose. Et puis dans la dernière classification OMS 2016, en fait, cette entité a été reconnue et il faut absolument la rechercher chez des jeunes qui présentent un carcinome papillaire sous-type 2, agressif d'ailleurs d'emblée. Et ce sont des patients qui, outre leur âge jeune, présentent souvent des léomyos multiples de la peau en fait, ou de l'utérus avec un risque non négligeable de léomyosarcome. Il faut alors rechercher une mutation germinale du gène qui code pour la fumarate-hydratase, qui n'est plus alors en fait converti en malade et qui va s'accumuler. Et donc l'accumulation de la fumarate va aboutir à une stabilisation de HIF et donc une néoangiogénèse tumorale. Et puis, dans ces tumeurs, on s'est rendu compte également qu'on avait un profil métabolique particulier, avec également production d'acides gras et glycolyse anaérobie, et qu'on avait également une activation de la voie mTOR. Donc, ça sert à quoi, en fait, de reconnaître, en fait, ces profils moléculaires ou métaboliques dans ces cancers du rein? Eh bien, si on prend les cancers papillaires sous type 1, si on retrouve une mutation de MET,
eh bien, on peut proposer en fait le cabozantinib qui cible à la fois MET et le récepteur 2 du VEGF. On a des essais cliniques en fait qu'on peut utiliser pour les papillaires comme une hyperméthylation des îlots-CpG et qui essayent de cibler la conversion métabolique. Et dans les papillaires avec une mutation de la fumarate hydratase, eh bien, on se rend compte qu'il vaut mieux utiliser dans les formes métastatiques un inhibiteur de l'angiogénèse ou de la voie mTOR. La troisième tumeur la plus fréquente donc, du rein, c'est le carcinome rénal chromophobe que vous connaissez également tous. Vous voyez, ce sont des tumeurs souvent nodulaires, solides, beiges, qui se caractérisent par deux formes histologiques. Il y en a une qui ne nous pose aucun problème, c'est la forme classique avec ses grandes cellules végétales. Et puis on a une plus récente qui peut nous poser un problème avec l'oncocytome, qui est le carcinome chromophobe de type oncocytaire. Et sur le plan cytogénétique, tous les chromophobes se traduisent par des pertes chromosomiques multiples. Alors sur le plan moléculaire, on sait que cette tumeur a très peu de mutations, contrairement par exemple aux cellules claires ou aux papillaires. On n'en retrouve que dans un petit tiers des cas, et lorsqu'on a des mutations, elles sont surtout situées sur le gène P53 ou sur en fait NRAS ou PTEN qu'on retrouve en fait dans la voie mTOR. Donc ça, ce sont les carcinomes chromophobes qui ont l'anomalie en fait P53 ou de la voie mTOR. Et puis on a les carcinomes en fait chromophobes qui ont un profil métabolique particulier. Par exemple, ceux qui sont de type oncocytaire eh bien, ont des anomalies du cycle de Krebs et produisent beaucoup d'ATP. Et puis on en a un autre en fait qui, comme le papillaire sous type 2, a une ambiance en fait d'acidose lactique et de glycolyse anaérobique. Et puis on a un petit groupe, 10% des carcinomes en fait chromophobes, qui présentent des mutations du gène TERT, qui en fait aboutit à une dérégulation des télomérases et donc une mauvaise réparation de l'ADN. Donc quand en fait on voit ces deux types de carcinomes chromophobes, eh bien on peut se dire qu'il y en a certains qui pourraient bénéficier au stade métastatique d'inhibiteurs de la voie mTOR et d'autres plutôt en fait des essais qui essayent en fait de bloquer la conversion métabolique. Alors un que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est le carcinome à translocation TFE3. Ça c'est vraiment un piège. On sait maintenant que c'est vraiment le carcinome de l'adulte jeune, puisque 2 tiers de ces carcinomes surviennent chez l'adulte jeune avant 30 ans, et que c'est la deuxième tumeur maligne chez l'enfant après néphroblastome. Ça veut dire que tout ce qu'on a diagnostiqué jusqu'ici comme carcinome acellulaire chez l'enfant, en fait ce sont des carcinomes à translocation TFE3. Et ce sont souvent des tumeurs qui, contrairement à l'adulte mûr, je veux dire, sont souvent symptomatiques, puisque dans 64% des cas, les patients présentent souvent une hématurie ou des douleurs en fait, du flanc. Alors macroscopiquement, c'est une tumeur qui ressemble vraiment à un carcinome acellulaire du rein. Vous voyez, c'est une tumeur très hétérogène, hémorragique, nécrotique, avec ses zones jaune chamois, parfois des lésions kystiques. Et histologiquement, elle est piégeante parce qu'elle peut ressembler totalement à un carcinome acellulaire, ou à l'inverse totalement un carcinome papillaire, ou au contraire un mix entre le carcinome papillaire et le carcinome acellulaire. Donc il faut absolument rechercher cette entité chez tout patient avant 40 ans qui présente un carcinome du rein par 2 techniques. La technique d'immunohistochimie qui montre en fait avec l'anticorps anti-TFE3 cette positivité nucléaire vraiment diffuse et marquée, et la fiche, l'analyse en fait cytogénétique en fiche, qui utilise une sonde double split avec une sonde verte et une sonde rouge qui entoure le point de réarrangement du gène TFE3, et quand il y a un réarrangement, vous voyez que les 2 sondes en fait se séparent. Alors dans ce carcinome, on a montré qu'on avait en fait une surexpression de 2 molécules qu'on retrouve en aval de la voie mTOR, qui sont les molécules PSC-kinase et TOR1, et que dans les formes métastatiques, il semblerait logique d'utiliser plutôt des inhibiteurs de l'angiogénèse ou de la voie mTOR. Et puis pour finir, en fait, un carcinome qui nous enquiquine tous les jours quand on en a un, qui n'est pas facile de diagnostic, c'est le carcinome des tubes collecteurs ou de Bellini. Et sur la dernière classification OMS, les critères sont très stricts, ils sont purement anapathes. C'est-à-dire que pour poser le diagnostic d'un carcinome des tubes collecteurs, il faut que la tumeur soit au minimum en partie en fait médulaire. Tous les autres carcinomes que je vous ai présentés, ce sont des tumeurs corticales. Il faut que la tumeur ait une architecture tubulaire, séparée par cette stroma-réaction très fibreuse, que les atypies nucléocytoplasmiques soient de haut grade, parce que c'est un carcinome de haut grade, et que la tumeur infiltre entre les glomérules et les tubes. Alors, il a été démontré dans ce papier en fait, de Chouery et Laurence Albigès que ces carcinomes en fait, des tubes collecteurs, qui sont un petit peu traités, vous me dites si je dis des bêtises, M. Védry, un petit peu comme des carcinomes urothéliaux, parce qu'ils sont vraiment proches des carcinomes urothéliaux, ont la particularité de présenter dans leur micro-environnement en fait, immunitaire une surexpression à pratiquement 100% de l'anticorps anti-PDL1, et ça pourrait peut-être être d'un intérêt thérapeutique. Alors le dernier article français sur cette entité a été publié par Gabriel Manouf, qui a montré, donc confirmé même que ces carcinomes des tubes collecteurs avaient un profil moléculaire
des cellules distales des tubes collecteurs de la corticale, et qu'ils avaient également un profil métabolique particulier avec toujours cette glycolyse aérobique et la diminution de l'expression de l'enzyme AMP kinase, mais surtout qu'ils avaient un profil immunogénique particulier avec effectivement en fait une surexpression de PDL1, avec peut-être dans l'idée de proposer un jour des anti-PDL1 dans ces formes non métastatiques. Alors en conclusion, vous voyez donc qu'en fait la classification des cancers du rein en fait, a très nettement évolué ces 10 dernières années, avec un groupe très hétérogène que représentent les cancers du rein non acellulaires, qui ont un profil en fait immunohistochimique, cytogénétique moléculaire très différent, avec en fait une évolution clinique également différente, et que pour chacun de ces sous-types histologiques, on a en fait des voies moléculaires qui sont impliquées et qui pourraient aboutir à des thérapies en fait ciblées pour chaque sous-type histologique. Voilà, et je pense que je vais laisser la parole à Olivier. Je sors. Merci quand même pour l'invitation, même si je fais très court pour madame et messieurs, mesdames et chers maîtres, parce que j'ai le plaisir d'être avec Max Dubernard et Xavier Martin qui ont été mes maîtres à Lyon. Alors très rapidement, c'est magnifique, on a fait des progrès sur les 10 dernières années considérables sur cette biologie moléculaire du cancer du rein. Il faut savoir que le SUTEM, première prescription, c'est 2006, donc ça fait à peine 10 ans qu'on a ces molécules. Néanmoins, on est quand même très très loin d'avoir trouvé quelque chose d'efficace et de compréhensible. Claude m'a demandé de faire le lien avec la pratique clinique, il n'y en a pas beaucoup. D'une part, les essais cliniques, beaucoup d'essais cliniques, mais tous les essais cliniques aujourd'hui qui ont été positifs, ça a permis d'avoir un impact sur la stratégie thérapeutique, l'ont été pour le carcinome à cellules nucléaires, qui représente la majorité des cancers du rein. On n'a rien aujourd'hui de tangible pour les autres formes de cancer du rein. Alors il y a des essais, on parlait du carcinome des tubes collecteurs de Bellini, il y a l'essai Bévabel, mais l'essai Bévabel qui est en cours, c'est en phase 2, avec gemcitabine, des saliplatines, des choses finalement un petit peu old school, qui ne sont pas des choses. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est pouvoir se dire, voilà, on a un diagnostic immunohistochimique, ou cytologique, ou moléculaire, on a identifié une mutation, on a donc un biomarqueur prédictif, et ce biomarqueur prédictif est prédictif de la réponse et va nous permettre de choisir la molécule qu'on va utiliser, peut-être même la posologie, hein, ça c'est ce qu'on appelle la pharmacogénétique, c'est-à-dire de savoir quel est le variant du récepteur ou de la pharmacogénétique des haplotypes du patient pour savoir quelle dose on va donner, pour pouvoir adapter la dose à la façon dont le patient métabolisme. Ça c'est peut-être le traitement du cancer du rein en 2026, si on refait une séance ici, on va avoir des choses. Et pour l'instant, on n'a pas du tout ces éléments-là. Laurence Albigès, dont on a parlé, nous a présenté il y a à peine un an tous les facteurs connus de facteurs pronostiques dans le cancer du rein. C'est-à-dire de facteurs dont on sait, sur des cohortes essentiellement de malades métastatiques, quand ils ont ces mutations, alors l'anhydrase carbonique 9, VHL, etc., vont avoir un bon pronostic ou un mauvais pronostic. Il n'y a aujourd'hui aucune utilisation en pratique clinique parce que ces facteurs pronostiques ne sont pas prédictifs de réponse. Et pourtant, comme vous l'a montré Nathalie, il y a quand même un grand rationnel pour ces voies moléculaires. Il y a le modèle de VHL, il y a le modèle de CMET. On vous a parlé de CMET. CMET, hein, c'est le récepteur du facteur de croissance hépatocytaire. On a identifié ça dans des familles de carcinomes papillaires héréditaires. On est parti de cette mutation génétique pour déduire ensuite qu'est-ce qu'on allait pouvoir proposer comme traitement. Du coup, il y a des boîtes, maintenant c'est que des startups qui créent les nouvelles molécules. Donc il y a une startup qui s'est lancée là-dedans aux États-Unis, qui a trouvé le cabozantinib, donc VHL, ça vous le connaissez, en disant, bah voilà, on sait que la voie CMET, elle est associée à un phénotype péjoratif, on sait que quand il y a une résistance aux anti-angiogéniques, cette voie est activée, donc si on inhibe cette voie, on va permettre de traiter les patients qui sont résistants. Donc il y avait un rationnel comme ça moléculaire, exactement avec ces éléments-là dont on a parlé juste avant. Donc on a développé le cabozantinib. Le cabozantinib, New England, il y a un an, en deuxième ligne contre Deliverolimus, qui a montré sa supériorité. Donc oui, il y a un rationnel. C'est-à-dire qu'on a réussi à partir de cette mutation génétique pour pouvoir ensuite remonter au développement d'une molécule qui est efficace en deuxième ligne. Peut-être qu'elle le sera en première ligne d'ailleurs pour les patients de mauvais pronostic, on verra. Mais donc il y a un vrai intérêt. Mais on est quand même assez loin de ce qu'on aimerait, c'est-à-dire de pouvoir avoir ce que je vous dis, le gène, la mutation, la molécule, à cause des facteurs épigénétiques, à cause de ce manque de corrélation avec le traitement. Alors on a parlé de BAP1, PBRM1, ces mutations qui sont des gènes en fait, de la régulation épigénétique. C'est des altérations de la chromatine qui apparaissent en aval hein, du génome. Et bien oui, c'est vrai.
Quand on regarde cette expression de gène, on a, et c'est le diapositive que j'ai emprunté, qui a été présenté à l'IKCS, congrès sur le cancer du rein il y a 1 an, on a différents profils pronostiques pour des patients métastatiques, et on peut définir, comme vous voyez ici sur la courbe de survie, qui va mourir plus vite et qui va mourir moins vite. Mais on n'arrive pas à savoir comment les traiter. Et l'exemple typique, et je vais en finir ici, c'est PD-1. Donc on parle de PD-1, ces expressions, ces co-signaux des lymphocytes. Aujourd'hui, c'est la révolution de l'immunothérapie dans le cancer du poumon, dans le mélanome et dans le cancer du rein. Alors voilà, on sait qu'aujourd'hui, l'expression du ligand PD-1, c'est un facteur de mauvais pronostic dans le carcinome à cellules nucléaires, ça a été très bien démontré. Et il y a toujours 1 an, dans ce même topo qu'on avait en oncologie, Laurent Sabigès, qui est donc une oncologue très impliquée là-dedans à l'IGR, nous montrait tous ces résultats de phase 2 en nous montrant, c'est ce que vous voyez en bas sur l'encadré, à quel point l'expression du ligand PD1 pouvait être associée à une réponse dans ces essais de phase 2 sur les thérapies d'immunothérapie. C'était génial, ça y est, c'est la révolution. On aurait pu répondre à la question d'aujourd'hui en montrant ces facteurs non plus pronostiques, mais ces facteurs prédictifs de réponse. Et bien 1 an après, c'est plus du tout le cas. Tous les essais qui sont sortis ont montré que l'expression de ce ligand PDL1 n'était pas du tout corrélée à la réponse des traitements anti-PD1. Et donc vous voyez un petit peu ce gap incroyable entre d'un côté un marqueur qui est un facteur pronostique, mais en même temps la molécule qui cible cette voie-là, mais qui n'est pas du tout associée. Et c'est ce que je vous ai mis ici dans cet article du New England qui était sorti en même temps que l'autre en novembre dernier, en 2015. Vous voyez ici, ça c'est le résultat. Donc le nivolumab, en gros, fait mieux que l'éverolimus, très bien. Mais ici, ce sont les patients qui expriment PDL1. Ici, ce sont les patients qui n'expriment pas PDL1. Alors, on n'a pas le même nombre de morts. Il y a beaucoup plus de morts ici, parce que je vous ai dit, l'expression PDL1, c'est un facteur de mauvais pronostic. Il y a plus de morts, mais vous voyez que l'effet de la molécule est le même dans les deux groupes. On se serait attendu à avoir une différence en fonction de l'expression. Et donc, c'est un petit peu la conclusion. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui, on n'a pas cet élément-là, probablement dans quelques années, on va pouvoir affiner. Mais c'est une grande frustration en clinique aujourd'hui de ne pas corréler cette expression moléculaire avec le traitement et avec, non pas le pronostic, mais la prédiction de la réponse. Je vous remercie. Il y a quand même un histoire, parce qu'il y a quand même pas mal de pathologies qui aujourd'hui commencent à apparaître comme répondant justement à cette liaison entre la biologie et la clinique. Donc on voit naître de plus en plus mécanique avec une bien liaison. sûr, le paradoxe c'est que PDL1 c'est vrai pour le mélanome, c'est vrai dans le poumon, cette corrélation-là en facteur prédictif, mais c'est pas vrai pour le cancer du rein, donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit raccourci, mais comme c'est le sujet qui nous intéresse. Je suis sûr que Nathalie va nous dire qu'elle a un espoir non négligeable de lien entre les deux, entre sa biologie et notre clinique. Par rapport à PD1, PD1 Non, en général, par rapport à... on a fait effectivement beaucoup d'avancées dans la compréhension des voies moléculaires. Je pense qu'il faut effectivement continuer. Alors ça ne va pas aussi vite effectivement sur l'application thérapeutique. Mais vous voyez par exemple le cancer du rein à cellules nucléaires, il y a 10 ans on traitait juste par chirurgie et maintenant on a toutes ces thérapies ciblées mTOR ou anti-VEGF. Donc en fait c'est parce qu'effectivement on a mieux compris. Donc peut-être que dans 10 ans on va vous proposer beaucoup d'autres molécules. Et je pense qu'effectivement, l'immunothérapie va être très intéressante sur ce versant-là si on sait bien effectivement l'évaluer. Je ne l'ai pas encore. Alors moi j'ai une question parce que je suis très étonné. Il y a quelques années, on disait que, et vous avez parlé de l'hétérogénéité du cancer du rein, que quand on avait une tumeur, il y avait souvent à côté des tumeurs associées. Dans 20% des cas, il y avait, quand on faisait des coupes systématiques, à l'époque on faisait des néphrectomies élargies, vous disiez qu'il y avait des tumeurs associées dans le rein. Aujourd'hui, on fait essentiellement des chirurgies partielles dans les petites tumeurs du rein, et on n'a pas vu évoluer ces autres tumeurs. Qu'est-ce que ça devient, cette multifocalité de la tumeur du rein dont on parlait? Oui, je pense, alors, elle est toujours vraie pour certaines formes, parce que c'est qu'on connaît mieux. La multifocalité, par exemple, elle est vraie pour le papillaire, pas pour le papillaire de type 2, pour le papillaire de type 1, où c'est 25% de multifocalité. Ça existe toujours, mais comme ce sont des tumeurs de très bon pronostic, de très faible grade, il y a peu d'impact. Et là, vous avez aussi raison, nous on a un article qui est sorti dans Progrès ce mois-ci, mais c'était la thèse d'un de nos internes. Quand on a des tumeurs dans les deux reins, des tumeurs qui ont une complémentation synchrone, voire métachrone, indépendamment des caractéristiques radiologiques, parce que c'est vrai que moi je travaille avec David S, il arrive presque à connaître l'histologie en regardant l'IRM et le scan, mais si on est aveugle à la présentation radiologique, si on prend juste le fait d'avoir deux tumeurs du rein chez un patient, on a 60% de différence histologique quand on opère les deux tumeurs. C'est-à-dire qu'un patient qui a deux tumeurs du rein, encore une fois indépendamment des caractéristiques, parce que si elles ont exactement la même image, c'est un petit peu différent, dans plus de la moitié des cas, on aura des histologies différentes.
Alors, on n'avait pas toujours le luxe de pouvoir répondre à ça. Et ce qui était une multifocalité il y a 10 ans ou 15 ans, peut-être que c'était juste une prédisposition à faire des tumeurs, et plusieurs tumeurs dans une unité ou 2 unités rénales, mais qui n'étaient peut-être pas corrélées. Dernière question, est-ce que tous les cancers du rein que vous opérez ont une analyse génétique pour essayer de voir un petit peu s'il y a un facteur... Non, c'est vraiment quand vous avez un contexte très particulier, les sujets jeunes, ça obligatoirement. Alors le problème dans l'OMS, c'est qu'ils n'ont pas donné l'âge strict des sujets jeunes, même pour chercher la translocation. Bon, nous on a mis la barre à 45 ans, voilà, c'est un petit peu arbitraire, mais sinon c'est vraiment dans un contexte particulier. Effectivement, une patiente qui a un carcinome papillaire sous type 2, qui a des léomyomes, là il faut effectivement aller chercher la fumarate. Mais en revanche, ce qu'on peut dire quand même, c'est que tous les patients opérés ont des prélèvements congés dans la tumorothèque pour faire ces recherches a posteriori. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul essai clinique dans lequel il n'y a pas des études ancillaires, c'est-à-dire parallèlement au résultat, à l'objectif clinique attendu, d'avoir un co-objectif qui soit moléculaire, pour lequel on a les prélèvements sanguins et les prélèvements tumoraux pour rechercher ces facteurs-là. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'essai qui n'associe pas les deux en son nom. Petite question. D'abord, bravo. Honnêtement, j'étais perdu, parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais en même temps, par exemple, le fait de la chirurgie du foie. Pour le cancer du foie, il y a actuellement en termes de biomarqueurs, presque 600 biomarqueurs. En termes de mutations génétiques, de protéines, de micro-RNA et bientôt les macro-RNA. Donc il y a même des bases de données qui sont disponibles sur Internet pour aller chercher toutes ces variations. Donc, d'une part, on est perdu parce qu'on trouve sans arrêt ces biomarqueurs. La deuxième chose, c'est que le foie rejoint ce que tu as dit sur le rein, c'est-à-dire que l'expression ou la non-expression du PD-1 n'était pas corrélée avec la réponse au traitement, pour les quelques séries qui ont été faites. Mais je voudrais poser une question plus simple. Est-ce que vous avez trouvé des corrélations entre cette analyse de biomarqueurs et l'imagerie des tumeurs, d'une part, et deuxièmement, des corrélations entre ces marqueurs que vous avez décrits et les résultats de la chirurgie? Alors, résultat de la chirurgie, oui, dans le cadre de certains essais. Encore une fois, c'est surtout des séries de patients métastatiques pour lesquels il y a eu des biopsies avec ces marqueurs. Et là, on touche le vrai fond du problème, c'est l'hétérogénéité tumorale. Parce que quand les patterns génétiques sont faits, ce sont sur des biopsies. Et il y a une différence énorme quand on fait les analyses en cluster, c'est-à-dire les altérations génomiques. Alors bien sûr, plus une tumeur est de haut grade, agressive, plus ça va avoir des altérations génomiques, plus on va retrouver des mutations. On parle ici d'ADN somatique. Et le problème, c'est que si vous recherchez ces anomalies-là entre la tumeur primitive, on n'aura pas du tout le même résultat en fonction du site de la tumeur qu'on va biopsier, et on n'aura certainement pas le même résultat entre la tumeur primitive et les métastases. Ce qui veut dire que toutes ces données-là, c'est effectivement une énorme quantité de données, et qui sont aujourd'hui difficiles à interpréter, parce qu'on n'a pas une régularité de ces anomalies génétiques et épigénétiques entre la tumeur, les métastases, voire les deuxièmes métastases, et on a des profils de patients qui n'ont rien à voir, probablement parce qu'il y a ces anomalies surajoutées. C'est pour ça qu'on a cette difficulté à corréler la clinique, et en particulier la chirurgie. Pour la chirurgie, la vraie réponse, c'est que comme on arrive à guérir beaucoup de ces patients, en particulier les tumeurs localisées, le peu d'événements récidives font que ça devient très difficile de les corréler à des patterns. L'exception, c'est ce dont on a parlé avec la translocation. Ces carcinomes à translocation sont des pronostics effroyables, des atteintes ganglionnaires qui sont massives, des patients qui ont des métastases qui flambent. Et là, effectivement, il y a une corrélation directe entre le résultat de la chirurgie qui est médiocre et cette expression très particulière avec les translocations chromosomiques.